On va démarrer. Bonjour, je remercie donc Estelle Kéral qui est chef de projet à l'ARS Centre Val-de-Loire et Laure Blanc, la directrice de la fédération ADMR d'Indre-et-Loire qui ont accepté de venir témoigner cet après-midi lors de cette micro-conférence sur la thématique des PAERPA. Donc je suis Maude Collomb, directrice développement à l'Union nationale, ADMR. Alors, je vais vous présenter très rapidement le concept des PAERPA au niveau national et quelques éléments sur la place des acteurs médico-sociaux et sociaux dans le cadre de ces parcours. Et puis on aura une présentation très détaillée de concrètement comment le PAERPA se décline en Indre-et-Loire, avec un retour d'expérience et une présentation de la coordination territoriale d'appui. Alors on laissera quelques minutes si vous avez des questions pour y répondre. Alors très rapidement, qui est l'ADMR? Donc on a un réseau associatif de services à la personne qui existe depuis 70 ans, en fait nos 70 ans cette année. Et on propose voilà, 4 gammes de services. La gamme autonomie avec des prestations d'aide à la personne, de livraison de repas à domicile, de téléassistance, d'habitat regroupé, les accueils de jour et de la garde itinérante de nuit. Et puis également des services santé, services de soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées, des équipes spécialisées Alzheimer, des centres de santé, centres de soins infirmiers, et on a aussi en gestion des établissements d'HAD. Et puis on a deux autres gammes de services, la gamme famille et la gamme domicile, qui sont un petit peu différentes, un peu plus éloignées de notre thématique de ce jour, mais qui complètent l'offre de services ADMR. Voilà, donc très rapidement par rapport au PAERPA au niveau national, pour vous rappeler le cadre, c'est une démarche qui s'adresse aux personnes de 75 ans et plus, dont l'autonomie est susceptible de se dégrader pour des raisons d'ordre médical ou social. Voilà. L'idée vraiment du PAERPA, c'est voilà, cette phrase qu'on commence tous ceux qui sont dans la démarche à bien connaître, c'est recevoir les bons soins par les bons professionnels, dans les bonnes structures, au bon moment, le tout au meilleur coût. Voilà. La démarche PAERPA, elle s'appuie essentiellement sur la question de la coordination entre les différents professionnels, voilà, sanitaires, médico-sociaux, sociaux, des territoires concernés, et pour améliorer également la prise en charge, les modalités de prise en charge des personnes âgées. Au niveau national, donc, il y a eu un cahier des charges national des PAERPA. Je ne vais pas le détailler parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment montrer l'application concrète en Indre-et-Loire. Il y a 9 territoires pilotes qui ont été sélectionnés et donc 9 expérimentations en cours avec voilà, des expérimentations qui se positionnent sur des sujets différents. Voilà. Pour les services à domicile, et l'ADMR d'Indre-et-Loire est le bon exemple pour montrer la place que peuvent avoir les services d'aide à domicile de manière plus générale, les services de l'ADMR, dans ces dynamiques partenariales sur les territoires. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de renforcer les partenariats avec les professionnels de santé libéraux, mais aussi avec les établissements de santé et les services médico-sociaux. Ça permet effectivement cette démarche pour les services de mieux se connaître et de rendre plus visible leur rôle. Voilà, donc je vais passer du coup la parole à Estelle Kéral. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter la démarche PAERPA. Donc déjà PAERPA, hein, c'est en gros le parcours de santé des aînés. Donc qu'est-ce que le parcours? Madame Colombe vient bien de l'indiquer, c'est l'objectif de décloisonner le secteur médical, sanitaire, médico-social et social. Et donc dans ce cadre-là, la démarche et la méthodologie qui a été déployée sur le territoire du sud-est d'Indre-et-Loire est de partir sur une gouvernance qui implique en fait l'ensemble des partenaires qui sont décideurs et financeurs sur l'ensemble des secteurs que je viens de citer. Donc des instances de gouvernance, de pilotage qui sont dédiées, et on voit de suite dans la logique de coprésidence ou de co-animation l'intégration des différents partenaires, notamment au niveau du comité stratégique, là où il n'y a que les décideurs et les financeurs, d'intégrer de suite le conseil général, maintenant le conseil départemental,
parce qu'on voit bien que la prise en charge de la personne âgée, et notamment le maintien à domicile, ne peut pas se faire sans le conseil départemental. Une table du comité tactique, beaucoup plus opérationnelle, avec l'ensemble des professionnels et des partenaires du territoire. Et pour notre part, nous avons pris l'option de l'intégrer, la Maya, dès le départ, puisque la Maya est pour nous la structure, le dispositif qui va porter notre coordination territoriale d'appui, que je vais vous expliquer tout à l'heure, qui est en fait une plateforme à destination des professionnels et des usagers. Un bureau tactique qui est très opérationnel, où là on décline l'ensemble des sujets que je vais vous présenter par la suite. La logique est également de connaître le territoire dans le PAERPA, c'est-à-dire où sont les ruptures de la prise en charge de la personne âgée. À quel moment on a une rupture de prise en charge, qu'elle soit sociale, médico-sociale ou sanitaire. Donc on a fait un diagnostic avec l'ensemble des partenaires, et ce qu'on a vraiment identifié, au même titre que l'HCAM, qui a été support des différents travaux nationaux par rapport au PAERPA, c'est l'entrée et les sorties d'hospitalisation. Vraiment, voilà. On a 58% des personnes âgées du territoire qui passent par les urgences avant d'être hospitalisées. Ce n'est plus possible. Donc il faut absolument œuvrer pour améliorer l'hospitalisation programmée en amont, que ça vienne de l'EHPAD, mais également de l'ambulatoire. Sortie d'hospitalisation, on a effectivement encore des cas où on sort et finalement la personne âgée n'a pas l'ensemble des leviers nécessaires pour son retour à domicile, d'être vraiment dans les meilleures conditions possibles. Autre élément par rapport au diagnostic au niveau de la rupture, et donc sur lequel on porte, c'est que finalement, si je fais encore le zoom sur les personnes, l'hôpital, la personne âgée, elle reste hospitalisée, mais le domicile n'est pas prêt à l'accueillir dans vraiment les bonnes conditions. Et donc elle reste à l'hôpital, elle n'a plus besoin de soins médicaux, mais elle ne peut pas rentrer chez elle. Donc l'objectif du PAERPA, c'est de trouver également des solutions alternatives par rapport à ces sujets. Et donc dans ce cadre-là, on déploie de l'hébergement temporaire au plus près du domicile de la personne, prise en charge à 100%, et qui permet du coup de laisser du temps aux uns et aux autres de pouvoir préparer le domicile dans les meilleures conditions possibles et tout en assurant la continuité des soins. Autre élément aussi en termes de diagnostic, c'est qu'on a constaté, et là il y a eu vraiment consensus, et je fais le lien avec la DMR qui est fortement implantée sur le territoire au niveau des services à domicile, c'est que c'est le service à domicile qui repère la fragilité. Les premiers signes vraiment de dégradation, d'altération de la personne âgée, c'est la personne qui est au quotidien. Mais comment on va alerter finalement le médecin traitant ou l'infirmière qui revient, dans quelles conditions on peut prendre je dirais, et être en légitimité d'aller interpeller le médecin traitant pour l'avertir. Donc dans ce cadre-là, on a travaillé globalement sur une grille de critères d'alerte de risque de fragilité qui est mis à disposition des services d'aide à domicile et de tout professionnel du domicile qui va permettre d'alerter le médecin traitant sur une situation, une dégradation de la personne. Voilà le diagnostic. J'ai pris le temps parce que c'est important d'analyser effectivement les ruptures, les maillons faibles. Et c'est bien ça le PAERPA, c'est pouvoir trouver des solutions alternatives à ces maillons pour qu'on puisse du coup fluidifier le parcours de santé. Dans ce cadre-là, donc, il y a eu un travail de concertation et d'identification des besoins, et puis une feuille de route, donc un plan d'action, puisque le PAERPA c'est une expérimentation. Ça va durer jusqu'au 31 décembre 2017. Donc on ne va pas tout résoudre du jour au lendemain. Donc voilà, donc il y a vraiment un plan d'action qui est conçu avec l'ensemble des partenaires. Basé également sur une co-responsabilité des acteurs, c'est-à-dire qu'il y a une contractualisation. Contractualisation avec une convention territoriale des membres du comité stratégique, conseil départemental, évidemment l'ARS, la fédération des URPS, les unions régionales des professionnels de santé, les usagers, les caisses privées, enfin les organismes d'assurance maladie et de retraite, que ce soit MSA, régime général et autres. Des conventions d'application, une charte d'engagement des professionnels de rentrer dans le dispositif
Et puis le consentement de la personne âgée, parce qu'elle reste au cœur du dispositif du PAERPA, c'est bien pour elle et autour d'elle que doit s'organiser la logique de parcours de santé. Et donc, à la suite de l'ensemble de cette concertation et du diagnostic, on a établi une feuille de route qui s'organise autour de 4 axes stratégiques. Dynamiser au niveau du territoire, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde, au niveau de la gouvernance, intègre bien l'ensemble des leviers de la logique de parcours. Prévenir la perte d'autonomie, parce qu'avant de prendre en charge vraiment sur la partie curative, il faut prévenir la perte d'autonomie, notamment sur 4 axes principaux. La dépression, la nutrition, la chute et la iatrogénie médicamenteuse, car on sait que c'est ces 4 thématiques qui sont source de réhospitalisation. Donc il faut concentrer notre énergie sur ces 4 thématiques de prévention. Repérer la fragilité, j'en ai parlé tout à l'heure, et notamment au domicile. C'est là qu'on repère la fragilité de la personne âgée. Informer et orienter la personne âgée, les professionnels. Ce qu'on a vu dans le diagnostic et dans les travaux de l'HCAM, c'est finalement que tous les professionnels intervenaient du secteur sanitaire, médico-social et social, mais qu'ils ne se connaissaient pas, ou qu'ils ne savaient pas ce que l'un faisait, et à partir de quand finalement l'autre devait intervenir, tout en connaissant que le premier continuait à intervenir auprès de la personne âgée. Et donc dans ce cadre-là, il y a une coordination territoriale d'appui qui s'est mise en œuvre, et qui est portée donc par la MAIA et la DMR, pour être finalement une plateforme d'information et d'orientation pour les professionnels et pour les usagers. Tout à l'heure, Madame Blanc présentera la CTA, je passe très vite, mais c'est quand même important. Et derrière l'informer et orienter, il y a également, au niveau de notre projet, à travailler sur les simplifications administratives dans le cadre de l'évaluation de la personne âgée. La reconnaissance mutuelle entre le conseil départemental et la CARSAT, par exemple. On ne va pas évaluer non plus 3-4 fois la personne âgée sur la même grille pour les mêmes, alors qu'il relève d'institutions diverses. Optimiser et fluidifier la prise en charge globale de la personne âgée en risque de perte d'autonomie, là c'est le cœur. Et on travaille à la fois avec les services d'aide à domicile sur le repérage, à la fois avec les hôpitaux sur l'organisation de la filière gériatrique, à la fois avec les EHPAD, notamment sur l'entrée et la sortie d'hospitalisation, l'hospitalisation programmée, et avec les professionnels de santé libéraux qui sont au cœur du dispositif pour organiser de manière pluridisciplinaire la prise en charge globale de la personne âgée. Alors voilà comment on a conçu notre parcours. Au niveau du territoire de l'Indre-et-Loire, donc Amboise, Loches, Bléré, on est parti du principe de se dire que la personne âgée, donc on est bien sur les personnes âgées en risque de perte d'autonomie, donc elle va plutôt bien avec tout ce qu'on peut concevoir autour d'elle, mais elle va bien. Et à un moment donné, sa situation se dégrade. D'une manière... Voilà, bon là on a pris l'exemple de la chute. Et là, ce qu'on a dans notre logique, c'est de se dire qu'il faut qu'il y ait un opérateur de santé, quel qu'il soit, qui repère et qui alerte. Avec du coup les mêmes vocables et les mêmes capacités à alerter vers le médecin traitant. Le médecin traitant va s'organiser avec ce qu'on appelle une coordination clinique de proximité. Alors, pour faire court, c'est simplement les professionnels de santé de premier recours qui s'organisent entre eux, médecins, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinés, chirurgiens dentistes, peu importe, pour pédicure podologue, pour assurer une organisation et une prise en charge pluridisciplinaire en lien avec le secteur social. Et dans ce cadre-là, il met en place un plan personnalisé de santé qui est finalement un plan d'action, un plan d'intervention global de prise en charge. Ce PPS peut avoir un volet médical ou un volet social, ce n'est pas une obligation. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit être communiqué évidemment à la personne âgée, mais également aux professionnels sociaux et à l'équipe de premier recours de professionnels de santé. On a donc là une communication, une circulation d'informations sur un même sujet, sur un même plan d'action pour l'ensemble des professionnels. Alors la méthodologie par rapport à la coordination territoriale d'appui, mais globalement aussi par rapport au dispositif PAERPA, ça a été un principe qui a été clairement affiché dès le départ par le directeur général de l'agence,
On s'appuie sur ce qui existe. On arrête le millefeuille, on arrête de faire des usines à gaz et on prend vraiment sur l'existant et le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui fait et qui est donc financé pour le faire, eh bien, il le fait dans son domaine de compétences et il informe l'autre. Donc on va financer que ce qui est finalement pas couvert. Mise en place également du cahier des charges PAERPA, de la Maya et du CLIC, parce qu'on avait le sentiment que finalement sur cette coordination territoriale d'appui, il y avait déjà des missions qui étaient assurées par les uns et par les autres, et qu'on ne voulait pas doublonner. Coprésidence du Conseil général, je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, la coprésidente permet d'avoir vraiment une connaissance du domaine de la personne âgée versus sociale, ce que l'ARS n'a pas. Nous n'avons pas de légitimité sur les CLIC et sur les services d'aide à domicile. Donc il fallait bien qu'on coordonne et qu'on ait une bonne connaissance des différents acteurs. Ainsi, ça nous a permis de faire une cartographie des acteurs et de recenser les missions, le périmètre d'intervention et les outils. On a tout de suite repéré qu'il y avait des acteurs qui avaient les mêmes missions. Et donc, on a voulu vraiment s'appuyer sur l'existant. Et il nous a paru assez évident au regard des périmètres d'intervention et des missions que c'était la Maya qui pouvait porter le dispositif de plateforme d'information et d'orientation auprès des professionnels et des usagers. Parce que le CLIC n'était que sur une partie du territoire, parce que les MDS s'implantaient, parce qu'on avait des coordinations d'autonomie qui étaient organisées différemment, mais qui couvraient l'ensemble du territoire. Enfin, en analysant vraiment les missions des uns et des autres, on s'est aperçu que la Maya qui se déployait sur le territoire portée par la DMR était finalement la bonne structure. Et donc, dans ce cadre-là, la décision du comité stratégique PAERPA a été de nommer la structure Maya comme plateforme d'information et d'orientation, mais dans une logique de guichet intégré. On a bien vu que finalement, qu'il y avait plusieurs structures, opérateurs de santé qui avaient des missions propres ou qui avaient des missions communes. Et donc, plutôt que de dire c'est une structure, un dispositif, la Maya, qui va finalement effacer les autres, la Maya, on est bien déjà dans une logique de guichet intégré. Et donc, on garde l'ensemble des opérateurs, mais chacun dans leur domaine de compétences. Dans ce cadre-là, on a des liens qui se font entre les tables tactiques du sud du territoire et du nord du territoire, pour justement être déjà dans une logique de capitalisation et de lien entre les professionnels. Et puis, on est aussi sur une logique de capitalisation des outils. On ne va pas développer dans le PAERPA des nouveaux outils, alors que la Maya a déjà en charge de développer un référentiel mission, un annuaire de ressources. Et dans ce cadre-là, on est vraiment sur des logiques de cohérence d'action et d'outils. Bonjour. Donc la CTA, qu'est-ce que c'est la CTA? La CTA, c'est la coordination territoriale d'appui. C'est une plateforme qui a deux entrées. Une entrée pour les professionnels, avec un numéro de téléphone unique, on le verra dans la diapo tout à l'heure, comment vous verrez le circuit. Et qui va venir, la CTA va venir aider les professionnels de santé pour toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer autour du parcours de la personne âgée. Et puis c'est aussi la CTA de l'appui pour les personnes âgées et leurs aidants. Et là, on va s'appuyer sur les guichets d'accueil classiques, c'est-à-dire les maisons départementales de la solidarité par le Conseil général, les assistantes sociales des caisses de retraite, que ce soit la CARSAT, etc. Ces guichets d'accueil sociaux, mais aussi des guichets d'accueil qui peuvent être à travers le monde sanitaire, les SIAD, voilà, tous les partenaires qui sont autour. Donc là, on va voir voilà, comment ça fonctionne. Donc l'entrée des professionnels qui peuvent solliciter l'équipe ressources de la CTA via un numéro unique. Et l'équipe ressources va informer les professionnels. Un exemple, un médecin est en difficulté sur le domicile avec une personne âgée et il sent qu'il aurait besoin d'un avis d'un tiers, d'un autre professionnel que lui. Il peut solliciter la CTA en disant « j'aurais bien l'avis d'un gériatre me serait utile ».
Et du coup, la CTA va le mettre en lien avec ce gériatre de la filière gériatrique du centre hospitalier local qui va être là à sa disposition pour l'aider. On va les mettre en lien. La CTR, c'est ça, c'est aider et mettre en lien. La CTA, l'équipe ressources, elle a à sa disposition, elle a à sa disposition des outils qui sont Touraine Repérage. Touraine Repérage, c'est un outil qui est spécifique à l'Indre-et-Loire, qui est organisé par le Conseil général. C'est un site sur lequel figure, c'est un annuaire de toutes les ressources médico-sociales et sociales du département. Le ROR, qui est le pendant un petit peu de Touraine Repérage, mais sur les aspects sanitaires, le répertoire opérationnel des ressources sanitaires. Et puis le référentiel mission. Le référentiel mission, c'est qui fait quoi. Et le référentiel mission, c'est une des missions de la Maya. Voilà. Donc l'équipe ressources CTA, et donc l'entrée usagée, on la voit, c'est les guichets physiques, ce que vous connaissez, une personne âgée qui va se présenter, qui va solliciter l'assistante sociale ou un des partenaires qu'elle a. Et les partenaires peuvent, le professionnel du guichet physique peut aussi solliciter la CTA s'il est en difficulté en réponse à la personne. Voilà. La CTA, c'est qui? C'est une équipe ressources. Donc là, on va être sur le numéro unique. Il y a une pilote, un chef, qui pilote le dispositif, qui est celle qui pilote la Maya, la même personne, puisqu'on a des missions communes, on est sur la même... voilà. Une coordonnatrice médico-sociale, c'est elle qui est au bout du fil quand le médecin est en difficulté pour l'aider. C'est elle qui va faire le tour des partenaires pour les mettre en lien, pour les connaître. Pour pouvoir répondre le plus rapidement possible. Le truc, c'est de se dire, le professionnel, quand il appelle la CTA, en 2 coups de téléphone, il a son renseignement, il est orienté au bon endroit. Pour éviter ce que beaucoup connaissent. Voilà. C'est ça aussi un challenge. Et puis un gestionnaire administratif, parce qu'on a des remontées, un reporting à faire régulièrement. Et puis la CTA, c'est, en dehors de cette équipe ressources, l'ensemble des partenaires qui œuvrent autour de la personne. Donc ce que je disais tout à l'heure, les guichets d'accueil à travers les maisons départementales de la solidarité, les CCS, on pense aux mairies, les services sociaux, le CLIC, on a un CLIC sur le territoire, il existe un CLIC sur le territoire du PAERPA. Et puis aussi les partenaires sanitaires et médico-sociaux avec les établissements de santé, les hôpitaux locaux, les EHPAD, les professionnels libéraux, les SIAD, les services d'aide à domicile et les équipes mobiles Alzheimer. La CTA, quelles sont ses missions? Elle a 7 missions, conformément au cahier des charges. Sa première mission, c'est d'informer ou d'orienter. Ce que je disais à l'instant, un professionnel de santé téléphone à la CTA, la coordonnatrice doit être capable de lui répondre très rapidement et de l'orienter au bon endroit. Deuxième mission, faciliter l'accès aux droits. C'est-à-dire que si un professionnel saisit la CTA et explique qu'une personne âgée n'a pas d'aide à domicile, par exemple, c'est être en capacité d'orienter ce professionnel vers la bonne ressource et d'activer ses droits sociaux pour qu'elle ait une aide à domicile. Exemple. Ensuite, orienter vers l'éducation thérapeutique et les paramédicaux. C'est un aspect qui n'est pas encore totalement développé pour l'instant, pour l'heure, dans notre département, mais c'est bien une mission qui va incomber à la CTA. Ensuite, activer l'expertise gériatrique et optimiser le recours à la filière gériatrique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si le médecin est en difficulté et qu'il a besoin d'un autre avis, c'est à la CTA de le mettre en lien avec la filière gériatrique et l'expertise gériatrique. La même chose sur l'expertise psy et les soins palliatifs. Ensuite, c'est aussi d'appuyer, la 6e mission, d'appuyer le lien ville-hôpital pour les entrées et les sorties. La CTA va... Alors, la 7e mission, elle va gérer les PPS, les plans personnalisés en santé. La mission 6, j'y reviens, parce qu'en gérant les PPS et en ayant aussi la composition des binômes qui œuvrent auprès des personnes, des binômes sanitaires qui œuvrent auprès des personnes âgées, la plupart du temps, le médecin et l'infirmier, le service d'aide à domicile aussi, la CTA va être informée de ces binômes qui existent, c'est la coordination clinique de proximité, et pouvoir informer l'hôpital
de qui œuvre autour de la personne et qu'on ne se retrouve pas, comme ça peut arriver encore aujourd'hui, avec une personne âgée qui sort de l'hôpital en catastrophe un vendredi soir et on ne sait pas qui est son médecin, on ne sait pas qui est l'infirmier, on ne sait pas combien d'heures d'aide à domicile elle a. Voilà, ça c'est une des missions de la CTA aussi, de faire cet appui-là, ce lien entre l'hôpital et le domicile. Donc voilà pour les missions de la CTA. La CTA, l'équipe ressources, en tout cas, est opérationnelle depuis novembre 2014 avec la prise de poste du coordonnateur médico-social qui est basé dans une des associations locales de l'ADMR sur le territoire à Loches. Le numéro unique qui est couplé à une adresse mail, c'est-à-dire que si le professionnel de santé ne peut pas appeler sur les heures d'ouverture de la CTA, de cette équipe ressources, il peut laisser un mail et réponse sera faite à son mail dès le lendemain. Et puis, la CTA, elle a aussi pour rôle de faire un point, sur les plans personnalisés de santé. Et aujourd'hui, il y a une quinzaine de plans personnalisés de santé qui sont à l'actif des professionnels du territoire et recensés par la CTA, qui va remonter aussi des statistiques au niveau de l'ARS et du ministère. Et puis, des débuts de repérage par les acteurs médico-sociaux. Tout à l'heure, on vous a parlé d'une feuille de signalement, c'est-à-dire que les aides à domicile, par exemple, peuvent signaler aux médecins. C'est des feuilles qui ont été travaillées collectivement et collégialement par les acteurs du territoire, et donc prévenir le médecin. Voilà, il y a un élément aujourd'hui qui n'est pas comme d'habitude. Le médecin va pouvoir intervenir et mettre en place un PPS et l'aide à domicile préviendra aussi la CTA. C'est-à-dire que la CTA, elle capitalise les informations de tous les acteurs du domicile et peut rediffuser cette information au bon moment et au bon endroit. Voilà. Alors la logique d'intégration des outils de la Maya au bénéfice du PAERPA. On en a parlé tout à l'heure, donc c'est la Maya de l'ADMR qui porte la CTA. C'est une des missions de la Maya aussi de développer, de participer au ROR, au répertoire opérationnel des ressources, de travailler sur le guichet intégré, le référentiel mission, pardon, le qui fait quoi. Et ce sont bien des outils de la Maya qui sont complètement au service du PAERPA et qui vont permettre à la CTA, à la coordonnatrice, de répondre à la question du professionnel de santé. Pour les autres outils, je vais juste compléter un des plus du PAERPA, c'est aussi l'enjeu de circulation d'informations entre les professionnels. On voit bien que pour décloisonner, il faut se dire finalement ce qu'on a fait et bien donner l'information à l'un comme à l'autre. Le PAERPA, dans le cadre de l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2013, qui crée le PAERPA, donne une dérogation. Et la dérogation, c'est que les professionnels sociaux puissent avoir des messageries sécurisées de santé, au même titre que les professionnels de santé, enfin libéraux et même hospitaliers. Ça change tout. C'est simplement du coup la possibilité entre deux secteurs qui se parlent peut-être peu ou en tout cas de manière pas assez ou pas formalisée, de pouvoir maintenant communiquer sur des données nominatives de manière sécurisée. Et dans ce cadre-là, c'est l'ARS qui va habiliter les professionnels sociaux à avoir une messagerie sécurisée de santé. Donc il va y avoir une vérification qui va être faite et ça va donc permettre de pouvoir enfin faire de l'échange entre les différents secteurs. L'autre outil qu'on porte au niveau du PAERPA et Maya, c'est le répertoire opérationnel de ressources. On voit bien le sujet. Il faut se connaître les uns les autres, il faut savoir où se trouve l'EHPAD ou l'accueil de jour autonome ou l'hébergement temporaire à tel ou tel endroit. On n'est pas obligé de savoir exactement tout. Dans le répertoire opérationnel de ressources, il y a l'ensemble des acteurs qui sont intégrés. Et par contre, ce n'est pas encore un autre répertoire, ce n'est pas un deuxième, ce n'est pas un troisième, c'est le seul répertoire opérationnel de ressources, et donc le seul annuaire, qui est porté au niveau de la région.
Donc on voit bien la logique de l'expérimentation, c'est aussi de capitaliser sur des outils qu'on va déployer à l'échelle départementale, mais également à l'échelle régionale. L'autre, donc information, orientation, on a également le partage. Dans le cadre de notre projet, au niveau de la région Centre, nous portons fortement le dossier médical partagé. Parce que pour partager des données médicales entre la ville et l'hôpital, à ce jour, il n'y a que le DMP qui peut assurer ce lien. Et du coup, dans la logique de ce que l'on est en train de créer, le plan personnalisé de santé dont on parlait tout à l'heure va être déposé de suite sur le DMP de manière automatique via une plateforme collaborative. Et donc, n'importe quel professionnel de santé ou hôpital pourra accéder via le DMP à ce plan personnalisé de santé, c'est-à-dire à ce plan d'action, et aura surtout de suite le nom du médecin traitant, de l'infirmier, du pharmacien, du service d'aide à domicile et du SIAD. Et donc l'hôpital a maintenant la capacité d'organiser la sortie d'hospitalisation. C'est pour ça que c'est vraiment un enjeu très fort, l'enjeu de circulation d'informations et des systèmes d'information. Voilà, je pense que je crois que c'était la dernière diapositive. On reste à votre disposition évidemment pour toutes les questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté ? Merci. Bonjour, je m'excuse, je suis arrivé en retard, mais je n'ai pas pu arriver plus tôt. C'était pas vraiment facile. J'arrive du Haut-Doubs. Je ne sais pas si vous connaissez où se trouve le Haut-Doubs. C'est le département, enfin c'est dans le massif du Jura. Et je suis donc actuellement représentant des usagers à la Commission nationale de la FHF, où nous évoquons pas mal de problèmes. Et je suis à ce titre-là parce que ça fait disons 28 ans que je fréquente le milieu hospitalier suite à tout simplement une transplantation du foie que j'ai eue. Ça fait 28 ans, donc c'est vous dire le succès de cette thérapie. Et puis, donc effectivement, j'ai dû évoluer dans pas mal de choses. Alors, sur la ville de Pontarlier où j'habite, j'ai été transplanté à Besançon. J'ai fait partie d'une commission, enfin du conseil d'administration justement d'un ensemble comme celui que vous avez cité et qui effectivement a dû fermer ses portes suite au fait que l'ARS a voulu tout regrouper sur le plan régional, alors que nous avions un territoire de santé bien défini autour de la ville de Pontarlier et nous avions effectivement disons une activité qui était liée à ce qu'on appelle le fameux guichet unique qui nous permettait effectivement de secourir les personnes qui étaient dans le besoin. Alors la grosse difficulté qui a été rencontrée, qui a amené justement un manque de clientèle entre parenthèses, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas eu de retour de la part des médecins libéraux. Donc j'ai été très intéressé de vous entendre au niveau de la communication parce qu'apparemment, je dirais, que de ce côté-là, le jeu n'a pas été joué par les médecins qui, eux, effectivement, soignent les personnes, mais s'arrêtent à la porte de leur cabinet bien souvent. D'autre part, j'ai pu aussi également intervenir au niveau du CHU de Besançon et du centre hospitalier de Pontarlier, au niveau de la fameuse CRUC, qui est donc la conférence des représentants des usagers, où on étudie les plaintes qui sont déposées et qui montrent effectivement tout ce qui se passe à partir du fonctionnement du service des urgences, qui, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, n'hésite pas, en milieu de la nuit, à envoyer une personne lorsqu'elle n'est plus, disons, nécessaire de la conserver, vu que son état actuel ne justifie pas soit une hospitalisation, donc on la renvoie chez elle. À partir de là, toutes les expériences de ces pauvres personnes sont, disons, possibles, surtout lorsque ce sont des personnes seules. Donc je voudrais souligner quand même que
l'énorme tissu maintenant qu'il y a je dirais, de service au service de la personne, eh bien, c'est pas simple. Et moi, je dirais qu'il faudrait plutôt aller vers la simplification, alors qu'apparemment, ce que vous nous présentez, on va plutôt vers la multiplication. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire dans un premier temps. Alors moi, je vais oser vous répondre que bien entendu, c'est un challenge qui est à relever, mais qui est d'autant plus passionnant. Et je ne pense pas que ce soit plus compliqué. Je pense qu'il y avait des outils qui étaient sur le territoire, dont le PAERPA se sert aujourd'hui. Et le rôle de la CTA, c'est de simplifier les choses aux médecins. C'est de ne pas être la secrétaire du médecin, mais c'est de l'aider, de le mettre en relation tout de suite. Enfin, c'est quelque chose qui a été demandé sur le département depuis très longtemps, ce numéro de téléphone unique. Et enfin, on l'a. Et on l'a, hélas, tant mieux en même temps que sur une partie du département. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt pour simplifier et aider les médecins dans leur démarche. Juste pour complément, je pense qu'on est vraiment sur la simplification et notamment par rapport aux démarches des usagers. Un des objectifs du PAERPA, c'est aussi pouvoir informer et orienter la personne âgée dans toutes les démarches administratives qu'il peut y avoir autour de la mise à place du plan d'aide, autour de bien connaître tout ce qui est lié à l'adaptation du logement, etc. Et la coordination territoriale d'appui qui est conçue au niveau de la région centre, enfin d'Indre-et-Loire, c'est de s'appuyer sur l'existant et de faire en sorte qu'il y ait vraiment que 2 ou 3 portes d'entrée pour les usagers pour pouvoir avoir une connaissance de l'accès aux droits et de l'accès à la santé. Donc on va vraiment dans ce sens-là. En tout cas, si ça n'a pas été très clair dans la démonstration, je tiens à vous le redire vraiment de manière très, très transparente. On va dans cette logique-là. Par contre, en s'appuyant sur l'existant. C'est-à-dire qu'on ne va pas remettre des structures en plus. C'est bien la maison départementale de la solidarité du conseil départemental qui porte l'information, les assistantes sociales de la CARSAT, de la MSA, le CLIC, les CCAS au niveau des mairies, vraiment les portes d'entrée qui sont connues par les usagers et avec un souci de simplification des démarches administratives. Oui, bonjour, Claire Béziot, je suis journaliste pour Géronto News, donc qui s'adresse au directeur d'EHPAD. Je voulais savoir s'il était possible d'en savoir un petit peu plus sur l'implication des EHPAD à ce stade. Vous avez souligné l'hospitalisation programmée, mais aussi l'hébergement temporaire. J'imagine que ça concerne des EHPAD. Et savoir s'il y avait aussi des EHPAD impliqués, par exemple, dans des opérations de télémédecine aussi dans le cadre du SPAERPA. Je me permets de répondre. Donc alors sur les EHPAD, on est effectivement sur des acteurs qui sont impliqués. Alors principalement à ce stade sur l'hospitalisation programmée, en travaillant vraiment avec eux sur les conventions avec les établissements sanitaires et un protocole d'entrée et de sortie d'hospitalisation qui est en train de se mettre en place. On travaille également avec eux donc, pour l'hébergement temporaire. On est parti sur la base du volontariat et par rapport aux EHPAD qui avaient déjà des places d'hébergement temporaire. Donc il n'y a pas de création pure. Donc on a 4 EHPAD qui vont rentrer dans ce dispositif d'hébergement temporaire PAERPA. On travaille également avec eux sur tout ce qui concerne la formation et la qualification des personnels. Et on a repéré deux sujets liés aux 4 thématiques que j'ai citées tout à l'heure, notamment tout ce qui est lié à la dénutrition et la problématique bucco-dentaire. Donc on est vraiment avec les EHPAD sur un projet de rapprocher les chirurgiens dentistes et l'accès aux chirurgiens dentistes au niveau des EHPAD et de travailler sur les appels d'urgence la nuit. Puisque ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, dans le cadre du PAERPA, on a la possibilité de mettre une infirmière d'astreinte entre les EHPAD mutualisés. Et les EHPAD du territoire n'ont pas souhaité démarrer de suite par cette action, mais plutôt travailler sur les messages et l'interpellation des aides-soignantes au niveau du centre 15.
Donc on est en train de travailler sur les appels d'urgence et toute la notion d'urgence de nuit avec les EHPAD. Voilà, je dirais, les 4 actions phares au niveau des EHPAD. Et ce qui a été souhaité également, qui est remonté du terrain, c'est de travailler sur je suis en train de le manger, c'est le projet de soins individualisé et d'avoir finalement un document relativement normé qui pourrait être mis de suite dans le dossier de liaison d'urgence et de travailler vraiment sur ces dossiers de liaison d'urgence. Et dans le cadre du PAERPA, on a vraiment des taux de création de DLU, donc dossiers de liaison d'urgence, qui sont de plus en plus importants. Et on a une cible, c'est que d'ici la fin de l'année, toutes les personnes âgées de plus de 75 ans en EHPAD aient un DLU, et donc lisible par les hôpitaux et les centres 15. Voilà. Oui. Alors, au niveau du PAERPA, on a effectivement, dans le cadre de l'expérimentation, des moyens qui sont dédiés par le fonds d'intervention régional de l'agence. Par contre, ce FIR-PAERPA est vraiment fléché sur les actions qui sont liées à la rupture de prise en charge. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui normalement doit être déjà pris en charge par les uns ou par les autres, on ne financera pas en plus les éléments qui doivent être déjà réalisés par les différents opérateurs de santé. Donc pour être clair, le FIR-PAERPA, par exemple, va financer le plan personnalisé de santé. Ça, c'est une création qui est bien dans une logique d'avoir un plan d'action global de santé. Donc ça, c'est financé. Comment ? L'infirmière de nuit, elle est également financée dans le cadre du FIR-PAERPA. À titre expérimental, bien sûr, tout à fait. Et ce n'est pas une infirmière de nuit qui est au sein d'un EHPAD, on est bien sur une astreinte mutualisée entre plusieurs EHPAD. Donc on est bien aussi dans une logique de coopération et de changement de pratique entre les différentes structures. Que finance d'autres ? Au niveau du FIR-PAERPA, on a également sur des offres de services d'aide à domicile qui est déclenché dès la sortie d'hospitalisation, en attendant qu'effectivement l'ensemble des aides soient mises en œuvre. Donc voilà, on est bien sur finalement la rupture de prise en charge. Et l'éducation thérapeutique du patient également est pris en charge dans le cadre du FIR-PAERPA. Voilà. La coordination territoriale d'appui, elle est donc nous avons pris l'option de choisir la Maya. Donc évidemment le pilote Maya est déjà financé par ailleurs et il y a effectivement un appui financier pour l'équipe qui est dédiée. Et pour nous, nous avons pris l'option d'une infirmière coordinatrice, donc avec un profil médico-social et un agent administratif. Donc on est sur des petites structures. Ce qui n'est pas le cas des autres régions où on peut être sur des organisations un petit peu plus différentes. Mais du fait aussi du territoire. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté le territoire dans mes propos, mais on est sur un territoire où il y a 12 000 personnes âgées et 400 professionnels de santé. Donc ce n'est pas du tout comme Bordeaux ou Nancy, voilà, pour être clair. Attendez, on va vous donner un micro parce que je pense pour le film, c'est également mieux. D'accord, merci. Oui, je voudrais revenir. Vous avez évoqué l'éducation thérapeutique, d'une part, et le DMP. Or, il se trouve que le DMP, j'en discutais pas plus tard qu'il y a 4 jours avec un médecin qui fait partie du comité de pilotage de la région de Franche-Comté, à laquelle je suis associé aussi en tant que représentant des usagers. Et bon, je connais bien le DMP dans la mesure où moi-même j'ai un DMP et que j'essaie effectivement d'évoluer au milieu, essayer d'entrer dedans. Et je vois que pour finir, mis à part par exemple l'imagerie du CHU de Besançon, je ne reçois rien d'ailleurs, quoi. Or, il me paraît, là tout à l'heure vous avez émis l'idée qu'il fallait effectivement faire de l'éducation thérapeutique vis-à-vis des personnes. C'est notre grande idée dans l'association que je dirige encore à côté, c'est qu'il faut impérativement, et de plus en plus, puisque notre population vieillit, il faut de plus en plus qu'on sache se prendre en charge
en tout ce qui concerne les soins. Il y a très peu de personnes âgées qui n'ont pas un traitement à suivre. Et ça se ira de plus en plus. Or, il se trouve que si on veut davantage responsabiliser le patient, je dirais, dans son parcours de soins, il est évident que le DMP a un rôle important à jouer. Alors, est-ce que vous avez la possibilité, effectivement, de faire évoluer, disons, cette pratique? Parce qu'on voit bien que, par exemple, les médecins, j'en ai déjà causé avec mon médecin traitant, il m'a dit, moi, je n'ai pas le temps. Ça, c'est clair que de ce côté-là, il n'a pas le temps. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire pour qu'il ait le temps. Ou si ce n'est pas lui, que quelqu'un le fasse à sa place et qu'il aura, lui, les moyens, disons, de le salarier pour faire ce que lui n'aime pas faire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la partie administrative, alors qu'il est là pour soigner, et il a bien raison. Oui. Alors c'est vrai que sur le DMP, on a eu une stratégie au niveau de la région Centre qui est assez proactive, pour être vraiment clair. Donc on a formé les établissements de santé, les SIAD, les EHPAD, et les professionnels de santé libéraux. Et en fait, nous sommes partis du principe qu'il n'y avait pas que le médecin traitant qui pouvait ouvrir un DMP. Il y a clairement tous les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, qui peuvent ouvrir un DMP. Et dans le cadre du territoire PAERPA, nous sommes en train d'expérimenter, mais on est déjà en train de capitaliser sur la région, que tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient, puissent ouvrir un DMP aux personnes, et donc là sur le PAERPA, je parle de la personne âgée, mais je vais bien au-delà, pour qu'on ait finalement un effet vertueux de tous les professionnels de santé qui s'impliquent sur l'ouverture du DMP et qui fasse que du coup chacun sache que petit à petit on est en montée en charge sur cette ouverture de DMP et qu'il est de plus en plus, je dirais, intégré à la logique de prise en charge. Donc les SIAD ont été formés, les EHPAD, les établissements sanitaires en lien avec la ZIP sont en train de travailler sur le DMP et on le propose à l'admission au niveau des 2 centres hospitaliers du territoire PAERPA. On est vraiment dans cette logique-là de partage. Voilà, et je tenais simplement, puisque vous avez indiqué que vous étiez représentants des usagers, sachez qu'au niveau du territoire PAERPA, nous avons le CIS qui est dans le collectif interassociatif en santé, qui fait partie du comité stratégique. Et Madame Desclercq du Lac porte fortement le DMP et toute la circulation d'informations pour les usagers. Voilà, entre professionnels. Dans les professionnels, est-ce que vous avez intégré les pharmaciens? Bien sûr, les pharmaciens oui, aussi. Parce qu'ils ont un rôle très très important. Tout à fait. Parce qu'eux, ils ont le temps de causer avec les clients. Tout à fait.